La vallée de Black Ridge s'effondrait déjà lorsque les premiers appels désespérés ont commencé à filtrer à travers les radios. 540 marines étaient cloués au sol sous un feu croisé si intense qu'il ne semblait presque plus humain. Ce n'étaient que des coups de feu superposés, des demandes d'évacuation sanitaire hurlées et ce genre de peur qui s'infiltre même dans les voix les plus entraînées. À l'intérieur du centre de commandement, quelques officiers chuchotaient à propos de pertes acceptables, comme si un quelconque nombre de marines perdues pouvait un jour être acceptable. Personne ne voulait le dire à voix haute, mais le ton glissait déjà vers la défaite. De retour sur la piste d'atterrissage, le capitaine Riley Cole se tenait seul à côté de son Hadis, les mains fourrées dans ses gants, les yeux rivés sur les lignes de crête lointaines qu'elle ne connaissait que trop bien. Les marines passaient devant elle sans un second regard. Un groupe de jeunes soldats ralentit juste assez longtemps pour avoir un sourire en coin, la traitant de pilote souvenir, celle qui ne faisait que des vols de fret et de paperasse. Elle ne réagit pas. Elle ne le faisait jamais. Le silence était plus facile que de se disputer avec des gens qui avaient déjà pris leur décision avant même de l'avoir volée. Mais les radios, elles, se moquaient des opinions. Une autre explosion déchira le flux audio de la vallée, suivi de cris brisés et d'un médecin suppliant pour de l'aide. Riley ne tressaillit pas, mais quelque chose se tendit dans sa posture. Elle reconnaissait le schéma de tir, les angles, les échos. Elle savait exactement ce qui se passait là-bas et à quel point ces marines étaient réellement piégées. Quelqu'un derrière, elle murmura presque avec désinvolture. « Ils sont finis. Rien ne peut les atteindre à temps. » Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Cohésion Interne pour ne jamais manquer ces histoires vraies de courage et dites-nous dans les commentaires. D'où regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Le capitaine Riley Cole n'avait jamais pris beaucoup de place. Et c'était la première chose que les gens remarquaient chez elle. Au début de la trentaine, à la voix douce, légère sur ses pieds, elle pouvait traverser un hangar entier sans que personne ne tourne la tête. Sur une base de marine remplie d'épaules larges et de voix fortes, elle ressemblait plus à une contractuelle en visite qu'à une pilote de l'US Air Force. Plus d'une fois, de nouveaux marines lui avaient remis de la paperasse parce qu'ils supposaient qu'elle travaillait à la logistique. Ils s'excusaient lorsqu'ils étaient corrigés, mais le regard dans leurs yeux ne changeait jamais. Pour eux, Riley était un bruit de fond. Sa nature calme n'aidait pas. Elle n'était pas du genre à forcer les conversations ou à rappeler son grade aux gens. Au contraire, elle se fondait encore plus dans le décor parce qu'elle préférait le silence. Mais le silence est une chose dangereuse sur une base militaire. Les gens le remplissent avec n'importe quelle histoire qui correspond à leurs préjugés. Un après-midi au réfectoire, elle porta son plateau vers une table libre. Avant même qu'elle ne le pose, 2 marines se levèrent sans un mot et s'éloignèrent. Pas de confrontation. Pas d'insulte, juste un rejet si décontracté qu'il piquait plus que n'importe quel cri. Un autre jour, un sergent-chef passa et plaisanta avec son pote en disant qu'elle devait faire partie du quota de diversité, car il n'y avait aucun moyen qu'une femme de sa taille pilote un avion de combat. Le pote riait comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait entendue de la semaine. À l'intérieur du bureau de la ligne de vol, l'un des pilotes masculins, un homme grand bâti comme s'il avait été sculpté dans du béton, lui frappa l'épaule avec un sourire narquois et dit « La reine du cargo au rapport ». Il adorait lui rappeler que la plupart de ses vols assignés étaient des courses de ravitaillement ou des vérifications de communication, pas de vraies missions. Il racontait la blague assez souvent pour que les nouveaux marines derrière lui la répètent, pensant que c'était inoffensif. Riley ne ripostait jamais. Elle n'élevait pas la voix et n'essayait de corriger personne. Elle hochait simplement la tête, s'éloignait et retournait à ce qui comptait pour elle. La plupart des nuits, elle restait dans le coin faiblement éclairé de la salle de préparation après que les autres soient rentrés au baraquement. Une lampe à lentilles rouges brillait doucement alors qu'elle étalait des cartes, des graphiques météorologiques et des images satellites imprimées. Elle étudiait les modèles de vent sur les lignes de crête, la façon dont les ombres changeaient selon les mois, les vallées étroites où la pression de l'air changeait soudainement. Elle écrivait les calculs en rangées nettes au crayon sur sa planchette de vol, un équipement usé qu'elle traitait comme un journal intime. Elle passait en revue des scénarios qui ne faisaient partie d'aucune mission programmée, juste des modèles qu'elle voulait comprendre. Si quelqu'un entrait, elle fermait les cartes silencieusement et offrait un petit sourire, mais personne ne demandait jamais sur quoi elle travaillait. Bien avant qu'elle ne touche un avion, la discipline avait été gravée dans sa vie par quelqu'un qui comprenait les épreuves mieux que la plupart. Son père, le sergent-chef Daniel Cole, avait servi dans l'infanterie de marine et portait des cicatrices de Fallujah, le genre qui ne guérit jamais proprement. Après sa retraite, boitant encore à cause d'éclats d'obus incrustés, il avait élevé dans les champs ouverts et secs de Ridgewater, dans le Wyoming. Il n'enseignait pas de leçons en faisant la morale. Il lui montrait par l'exemple. Il la réveillait avant le soleil pour nourrir les animaux.
Il lui a appris à tenir un fusil, non pas pour la gloire, mais pour le respect. Respect des armes, respect du danger et respect de la responsabilité qui accompagnait les deux. Il l'entraînait à la patience, à la stabilité et à choisir le chemin, difficile, mais juste plutôt que la facilité du tort. Quand sa douleur s'enflammait, il la cachait derrière une respiration calme et un courage silencieux, essayant de modeler la force sans jamais l'appeler force. Le jour où il est mort, Riley ne s'est pas effondré. Elle a conduit elle-même à l'hôpital, a signé les papiers et est rentrée chez elle avec ses plaques d'identité serrées dans son poing. Ce soir-là, elle s'assit sous le porche où il avait l'habitude de boire son café tard le soir et chuchota la vérité. Elle ne l'avait jamais dit à voix haute. Elle servirait parce qu'il ne le pouvait plus. Pas parce que quelqu'un le lui demandait, pas parce qu'elle voulait de la reconnaissance. Elle servirait parce que quelqu'un devait faire ce qui était juste quand personne d'autre ne s'avançait. Ses plaques d'identité restèrent avec elle. Elle les gardait cachées dans sa combinaison de vol, la chaîne froide contre sa peau, un rappel que chaque décision avait du poids. Des années plus tard, lors d'un stage d'élite sur Addis en Arizona, elle gagna une réputation qui contredisait tout ce que les gens supposaient maintenant à son sujet. Elle volait dans les canyons si bas que les instructeurs pensaient que la télémétrie était cassée. Elle battait des records de précision de tir qui tenaient depuis avant sa naissance. C'est alors qu'ils lui donnèrent l'indicatif Ghost 06. En partie parce qu'elle volait comme si elle n'avait aucune peur du terrain, et en partie parce qu'elle traversait l'entraînement si silencieusement que les autres pilotes ne la remarquaient pas jusqu'à ce que ses scores apparaissent. Elle marqua cette partie de sa vie avec un petit tatouage sur son poignet gauche, caché sous son gant de vol. Une simple silhouette de Warthog avec son indicatif en dessous. La plupart des gens sur cette base n'avaient aucune idée qu'il était là. Personne ne prenait la peine de regarder assez longtemps pour le voir. Les gens jugeaient ce qui était pratique, sa taille, sa voix calme, ses affectations de soutien. Ils ne voyaient jamais les heures d'entraînement, les nuits blanches, les calculs écrits encore et encore jusqu'à ce qu'ils deviennent une mémoire musculaire. Ils ne connaissaient pas l'enfance qu'il avait façonnée, ni les batailles que son père avait menées, ni la promesse qu'elle avait faite la nuit où elle l'avait perdue. Et Riley n'essayait pas d'expliquer. Elle portait simplement sa planchette, ses cartes et les plaques de son père, et se préparait pour un jour que personne d'autre ne croyait voir arriver. Le colonel Mason Trad dirigeait ses briefings de la même manière qu'il dirigeait tout le reste, vite, avec confiance et sans place pour le désaccord. Il se tenait à l'avant de la tente des opérations, les bras croisés, tapotant un stylo contre la carte projetée sur le mur. Pour lui, le balayage de la vallée de Black Ridge n'était rien de plus qu'une démonstration de force de routine. Résistance légère tout au plus, disait-il. On entre, on nettoie le terrain, on sort. Un cas d'école. Riley Cole était assise au fond, son carnet ouvert sur ses genoux, les yeux scannant chaque ligne de contour de la vallée. Elle ne voyait pas un balayage de routine. Elle voyait de hautes crêtes des deux côtés, une marge de manœuvre étroite et des angles qui se chevauchaient trop proprement pour être ignorés. Elle leva la main, calme et ferme. « Monsieur, dit-elle, la géométrie ne va pas. Ces crêtes créent des champs de tir croisés. S'il y a une embuscade qui attend, nos gens n'auront pas l'espace pour manœuvrer et sortir. » La salle se tourna juste assez longtemps pour voir qui parlait. Puis le ton changea. Quelques marines eurent un sourire narquois. Quelqu'un chuchota quelque chose dans sa barbe. Le colonel Trad expira brusquement, plus agacé qu'intéressé. « Nous n'allons pas réécrire la doctrine, dit-il, parce qu'une pilote de transport veut jouer au stratège. » Quelques rires roulèrent dans la pièce. Le sergent-major de commandement Holt ne leva même pas les yeux de sa tablette. « Restez à votre place. Capitaine, marmonna-t-il comme s'il chassait une mouche. C'était la fin de la discussion. Trad revint à ses diapositives. Le bataillon se prépara. Riley resta silencieuse à nouveau, mais elle continua de fixer les lignes de la vallée, de la façon dont une personne regarde une tempête se rassembler au loin, mais se déplaçant vite. La patrouille partit à l'aube. Les convois sortirent, des traînées de poussière s'élevant derrière eux comme si rien de dangereux n'attendait devant. Riley s'occupa de ses tâches assignées, vérification de fréquence, journaux de carburant, une course de ravitaillement en milieu de matinée, mais elle garda la radio clipsée tout près. Le volume tournait légèrement plus fort que la normale. Elle pouvait entendre les premiers rapports, calmes, routiniers, tout se passait selon le plan. Puis, le premier peloton devint silencieux. Pas d'accusé de réception, pas de mise à jour de statut, juste une fréquence morte. Le pouls de Riley se serra. Elle posa sa planchette et se pencha plus près de la radio. Une minute plus tard, le chaos frappa comme un coup de massue. Des coups de feu éclatèrent en rafales superposées.
Quelqu'un hurla pour un infirmier. Une autre voix cria que leur véhicule était touché. Le son d'une explosion déchira le micro, suivi d'une friture si forte que le haut-parleur grésilla. À l'intérieur du centre des opérations tactiques, COT, les officiers sautèrent à leur poste. Le flux du drone s'illumina, montrant des colonnes de fumée noire s'élevant à travers la vallée. Les véhicules brûlaient dans des angles serrés, encerclés par les parois du canyon. De petits flashs sur les crêtes révélaient où les mitrailleuses faisaient feu vers le bas sur les marines piégées. Riley se plaça derrière le groupe d'officiers d'état-major. Personne ne la remarqua au début. Ils étaient trop occupés à essayer de décoder les rapports entrants. Le major Eric Donag ouvrit finalement d'un coup sec un épais classeur, son livre de règles adorées, et le planta sur la table comme une écriture sainte. Il tourna immédiatement vers la section surlignée. « Restriction de danger imminent », dit-il. Le soutien aérien est limité à l'intérieur de 200 mètres des troupes amies. Nous ne pouvons pas risquer de tirer à l'aveugle. Riley fixa l'écran. Ce ne sont pas des positions aveugles, dit-elle doucement. Ces nids de mitrailleuses sont fixes. Je peux voir la géométrie d'ici. Trad l'ignora. Sa mâchoire travaillait alors qu'il fixait la vallée remplie de fumée. Maintenez les positions, dit-il dans la radio. Regroupez-vous et rompez le contact si possible. Rompre le contact, fit écho quelqu'un. Monsieur, ils ne peuvent pas bouger. Une autre explosion flasha sur l'écran. Riley s'avança jusqu'à ce qu'elle soit debout au bord de la table. Monsieur, je peux briser ces nids de mitrailleuses, dit-elle, la voix basse mais stable. Je connais ce terrain. Je l'ai cartographié. Je peux les éliminer avec précision. Le major Donag renifla avec mépris. Vous, capitaine, vous êtes ici pour les tableurs et les registres de fret. Laissez les vrais pilotes gérer le soutien aérien. Un soldat près de la porte chuchota juste assez fort pour qu'elle l'entende. On est foutu si c'est elle notre meilleure option. Riley ne répondit pas. Elle garda les yeux sur la carte, traçant des lignes invisibles avec son doigt. Les crêtes, les angles, les modèles de vent, tout ce qu'elle avait étudié seule pendant des mois s'alignait dans sa tête comme un puzzle résolu. « Qu'auriez-vous fait à ce moment-là » demanda doucement le narrateur. « Parler à nouveau ou rester silencieux ?» Une voix radio traversa la pièce, brute et paniquée. « On est cloué au sol. On n'a plus de munitions. On a besoin d'appui aérien maintenant. » C'était le caporal-chef Benji Moral, le même marine qui avait plaisanté sur elle sur le tarmac ce matin-là. Sa voix se brisait de peur. « Si quelqu'un entend ça, s'il vous plaît, aidez-nous. » La salle devint immobile. Riley déglutit, le poids s'installant lourdement dans sa poitrine. Elle pouvait entendre chaque détail de cette vallée dans sa voix, la distance jusqu'à la crête, l'angle de tir, le cercle resserré du mouvement ennemi. Elle savait exactement ce qui allait arriver ensuite si rien ne changeait. Mais Trad secoua la tête. « Négatif sur le soutien aérien, dit-il. Le risque est trop élevé. Nous n'avons pas l'autorisation. » Riley s'approcha. « Monsieur, autorisez-moi. »« Vous ne volez nulle part ?» claqua Holt. « Ropé, capitaine. »« Mais des marines sont en train de mourir ?» dit Riley. « Ropé, » répéta-t-il. Une autre explosion retentit à travers le flux. Un autre cri suivit. Le bataillon manquait de munitions. Et de temps. Riley resta là, silencieuse, le bruit du COT s'estompant derrière elle. Elle sentit les plaques de son père bouger contre sa poitrine alors qu'elle respirait. On lui ordonnait de ne rien faire, encore une fois. L'attente des communications était devenue étrangement silencieuse. Le genre de silence qui est rempli de peur plutôt que de calme. Les officiers planaient au-dessus des écrans, les mains tremblant juste assez pour trahir ce que leur voix essayait de cacher. Les radios continuaient de cracher des fragments de panique, des cris pour des médecins, des avertissements de tir de flanc, quelqu'un étouffant qu'ils en étaient à leur dernier chargeur. Chaque son pressait plus profondément dans la pièce, resserrant l'air. Au fond du COT, un jeune spécialiste des communications était assis voûté sur son terminal. Ses mains tremblaient alors qu'il tapait. Il n'était pas censé effectuer des vérifications d'antécédents sur les pilotes pendant une crise, mais quelque chose dans la voix de Riley plutôt, la certitude, le calme, cela l'avait marqué. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, s'assurant que personne ne regardait, puis entra son indicatif dans une base de données d'entraînement restreinte. Ses yeux s'écarquillèrent instantanément. Il se pencha plus près, lisant ligne après ligne, les lèvres s'entr'ouvrant d'incrédulité. Vidéo d'entraînement, score de tir, télémétrie de vol en canyon, liste de records avec son nom surligné en jaune,
Commentaire d'instructeur de Davis Mountain qui ne semblait pas appartenir à la même femme dont on se moquait sur cette base. Il chuchota sans réfléchir. « Capitaine, vous êtes Ghost 06. » Riley ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Son silence suffisait. Ses mains reposaient légèrement sur le bord de la table, stables comme si le monde ne s'effondrait pas autour d'eux. Le spécialiste des coms déglutit difficilement. La salle l'avait ignoré toute la journée, la traitant comme un personnage d'arrière-plan, quelqu'un dont le nom ne finirait jamais dans un rapport après action. Mais les dossiers racontaient une autre histoire. Ghost 06 n'était pas juste une autre pilote. Elle était la pilote dont les autres pilotes parlaient à voix basse, prodige de basse altitude, experte en tir de précision, celle dont la course dans le canyon avait éliminé la moitié de sa classe. Le colonel Trad surprit le murmure. Sa tête se releva brusquement, les yeux plissés. « Ghost? Quoi ?» claqua-t-il. Le spécialiste se figea, mais l'écran était toujours ouvert. N'importe qui pouvait le voir s'il s'approchait. Trad ne le fit pas. Il resta sur place, la mâchoire serrée. Sa voix portait quelque chose de nouveau maintenant. Pas de l'autorité, pas de la peur du commandement, pas la peur de mourir. La peur d'avoir tort. La peur des conséquences de fin de carrière pour avoir agi par instinct plutôt que par protocole. « Ça ne change rien », dit-il sèchement. « On s'en tient à la doctrine. Pas de lancement non autorisé. » Sa voix se brisa juste assez pour trahir à quel point il était vraiment incertain. Riley n'argumenta pas. Au lieu de cela, elle tendit la main lentement et l'enroula autour de sa planchette de vol. Son pouce effleura les bords usés, les marques de crayon tachées par des mois d'études tardives. Sa respiration resta calme. Ses yeux restaient au niveau. Mais quelque chose en elle changea. Ce mélange de colère, de déception et de profonde retenue trouvait rarement des mots. Il vivait dans sa posture, dans la façon dont ses épaules s'installaient dans une sorte de résolution tranquille. Elle souleva la planche et la tint contre sa poitrine. C'était plus que du papier, des équations. C'était une carte de tout ce pourquoi elle s'était entraînée, tout ce que personne ici ne prenait la peine de voir. Son esprit dériva juste le temps d'un battement de cœur. La voix de son père dans le crépuscule du Wyoming, lui apprenant à tirer depuis une position couchée. Respiration stable. Ne force pas le moment. Laisse le tir te surprendre. Le canyon en Arizona. La lumière du soleil coupant des lignes nettes à travers les parois rocheuses alors que son instructeur chuchotait. Vous ne devriez pas pouvoir voler aussi bas. Comment tenez-vous cette ligne? Le choc sur leur visage quand elle a terminé une course que personne d'autre n'osait tenter. L'éloge qu'elle n'a jamais répété. Le record dont elle ne s'est jamais vantée. L'indicatif qu'elle n'offrait jamais à moins qu'on ne le lui demande. Ghost 06. Les souvenirs se dissolurent alors qu'un autre cri déchirait la radio. On perd des gens. On a besoin d'air maintenant. Quelqu'un toussa violemment, du sang dans la voix. Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un vient? Même les officiers tressaillirent. Riley regarda la carte de la vallée ouverte sur la table. Elle traça les crêtes avec ses yeux. Suivant chaque angle qu'elle avait mémorisé en silence, chaque pli du terrain qu'elle avait étudié à 3 heures du matin, chaque modèle de vent qu'elle avait cartographié bien avant que quiconque ne fasse confiance à son jugement. C'était le moment pour lequel ces heures étaient destinées. C'était le scénario unique pour lequel elle s'était préparée sans jamais savoir pourquoi. Elle inspira lentement, laissant le souffle s'installer profondément. Et dans ce souffle, la décision se forma. Pas bruyante, pas dramatique, pas imprudente. Juste certaine. La salle ne sentit pas son changement. Personne ne vit son expression changer. Mais si une caméra avait zoomé sur ses yeux à ce moment précis, elle aurait capturé quelque chose d'incomparable. Ce resserrement subtil, cet aiguisement de la concentration, le moment calme où la résolution devient action. Un marine hurla à nouveau. Une autre explosion secoua le flux. Trad aboya un ordre auquel il ne croyait pas. Et Riley Cole savait exactement ce qu'elle avait à faire. Elle n'avait juste pas encore bougé. Riley n'annonça rien. Elle ne demanda pas à nouveau. Elle n'argumenta pas et n'attendit pas que quelqu'un réalise enfin ce qui se passait dans cette vallée. Elle posa simplement sa planchette, tourna les talons et sortit tout droit du COT avec la même démarche contrôlée qu'elle utilisait pour chaque vérification avant vol. Au début, personne ne réagit. Ils étaient trop absorbés par le chaos sur les radios. Mais au moment où Holt la remarqua se dirigeant vers la sortie, il cria son nom comme un ordre. « Capitaine Cole, revenez ici. » Elle ne ralentit pas, ne se retourna pas, ne l'admit pas du tout. Le major Donag se rua après elle, serrant son presse-papier comme une bouée de sauvetage.
Et, capitaine, vous n'avez pas l'autorisation. Vous ne pouvez pas juste sortir au milieu d'une opération. Sa voix se brisa à mi-chemin dans le couloir. Cole, stop. Arrêtez-vous tout de suite. Riley continua d'avancer. Passez le bureau de la logistique, passez les rabats de la tente des opérations, passez le point de contrôle de sécurité où le caporal de service cligna des yeux de confusion, mais n'osa pas poser de questions. Au moment où elle entra dans la lumière du soleil, sa décision était déjà cimentée. Son Warthog reposait seul sur la ligne de vol, la chaleur miroitant sous lui. Elle l'avait ravitaillé elle-même ce matin-là comme elle le faisait toujours, même quand on lui disait qu'elle ne piloterait rien de réel aujourd'hui. C'était une habitude qu'elle n'expliquait jamais. Traiter chaque jour comme si quelque chose pouvait mal tourner, comme si elle pouvait avoir besoin de cet avion prêt sans aucun avertissement. Le maintenir n'était pas de l'orgueil. C'était de la préparation. Maintenant, cette préparation était la seule raison pour laquelle 540 Marines avaient encore une chance. Derrière elle, Donag fit irruption par la porte, à bout de souffle, la pointant du doigt comme si elle commettait un crime. « Vous n'êtes pas autorisé à voler. Halte, ramenez-la ici. Que quelqu'un l'arrête. » Mais Riley grimpait déjà à l'échelle, glissant déjà dans le cockpit, tirant déjà les sangles sur ses épaules avec une efficacité calme qui rendait la panique derrière lointaine. La voix du contrôleur de la tour explosa dans son casque avant même qu'elle ne touche les interrupteurs. « Capitaine Cole, annulez le démarrage. Je répète, annulez le démarrage immédiatement. Vous n'avez pas l'autorisation de décoller. » Les mains de Riley ne marquèrent aucune pause. Un par un, les systèmes vrombirent sous le bout de ses doigts. Les voyants du moteur clignotèrent au vert. Le collimateur tête haute s'alluma. La vibration familière remonta à travers le siège jusque dans sa colonne vertébrale. Stable, puissante, rassurante. Le contrôleur continuait de crier. Des ordres empilés sur des ordres. Menace de mise à pied. Menace d'arrestation. Elle tendit la main et éteignit la radio principale. Le cockpit tomba dans un bourdonnement calme, le genre dans lequel elle travaillait toujours le mieux. Dehors, Donag sprintait vers l'avion, agitant les bras comme s'il pouvait physiquement arrêter les moteurs avec la seule panique. Holt se tenait sur le tarmac, hurlant à l'équipe au sol de bloquer la piste, mais ils hésitèrent. Personne ne voulait se tenir devant Anadis dont les turbines tournaient. Personne ne voulait être la raison pour laquelle une autre minute était perdue pendant que des marines saignaient dans cette vallée. Riley termina sa liste de contrôle avec le même rythme contrôlé qu'elle utilisait lors de chaque sortie d'entraînement. Puis elle poussa doucement la manette des gaz vers l'avant. Le Warthog commença à rouler. Donag trébucha en arrière, hurlant quelque chose qu'elle ne pouvait pas entendre. Les moteurs rugirent pour prendre vie. Profond, tonitruant, inimitable. La tour essaya une dernière fois. « Capitaine Cole, si vous décollez, c'est un acte d'insubordination. Annulez, annulez. » Elle poussa la manette plus loin. La piste devint floue sous elle. Puis le Warthog s'éleva, le nez montant doucement, les ailes attrapant l'air chaud du désert. Elle s'inclina bas et vite, se pressant dans le siège alors qu'elle épousait le terrain, volant le profil exact qu'elle avait pratiqué seule en silence quand personne ne croyait qu'elle avait la compétence de piloter autre chose que du fret. Au moment où elle disparut derrière une crête, la tour réalisa qu'il l'avait perdue. Elle était passée sur une fréquence cryptée et volait sous le radar. Elle était partie. Dans la vallée, les marines étaient toujours cloués au sol quand ils l'entendirent. D'abord comme un faible grondement, facile à confondre avec un tonnerre lointain, mais il devint plus profond, plus distinct, roulant dans le canyon comme quelque chose de vivant. Les têtes se levèrent, la poussière tremblait sur le sol. Un simple fantassin murmura « Est-ce que c'est un hog ?» Riley aligna son premier passage avec une précision qui venait de 1000 heures de préparation invisible. Elle vit la mitrailleuse d'ancrage sur la crête, son angle, son espacement, la façon dont son canon traquait le fond de la vallée. Elle corrigea de 2 degrés à gauche, ajusta l'élévation, laissa son souffle se stabiliser. La voix de son père chuchota à travers sa mémoire. Respiration stable. Elle pressa la détente. Le GAU-8 ne résonnait pas comme une arme à feu. Il sonnait comme l'univers qui se déchire. Des obus de 30 mm déchirant la crête dans un flou. La mitrailleuse d'ancrage disparut en un instant, avalée par la fumée et la poussière de roche. Pendant un battement de cœur, la vallée entière se figea. Au sol, le capitaine de corvette Braddock, l'officier Seal, tenant à peine les lignes ensemble, pressa sa radio contre sa bouche et chuchota. « J'ai presque peur d'y croire. Qui que ce soit, continuez à venir. »
Les marines levèrent les yeux au ciel, l'espoir vacillant pour la première fois depuis le début de l'embuscade. Tout avait changé. Riley Cole était dans le combat. La fumée roulait de la ligne de crête en vagues épaisses et brisées, dérivant à travers la vallée comme un rideau se déplaçant lentement. Braddock essuya la poussière de ses yeux et se pencha hors de derrière une porte de 1V fracassée, scannant le ciel pour l'avion qu'il avait entendu, mais qu'il n'avait toujours pas complètement vu. Les marines à côté de lui rechargeaient, traînant les blessés à couvert, priant pour un autre passage de quiconque avait éliminé cette mitrailleuse. Puis le Warthog coupa à nouveau à travers la brume, bas et prédateur, ses ailes s'inclinant juste assez pour que la queue apparaisse dans le champ de vision. Braddock se figea. Il cligna des yeux une fois, pensant qu'il l'imaginait, mais le numéro était toujours là. Peinture délavée, bords éraflés, forme inimitable. Ghost 06. Sa voix se brisa. « Vous vous foutez de moi ?» Les marines près de lui jetèrent un coup d'œil, surpris. Ils n'avaient jamais entendu ce ton de sa part auparavant. Braddock n'était pas un homme facilement ébranlé. Pas par les coups de feu, pas par le sang, pas par le genre de chaos qui avalait cette vallée. Mais à cet instant, il ressemblait à quelqu'un témoin de quelque chose d'impossible. Il pressa une main sur sa radio et le chuchota à nouveau, plus lentement cette fois, comme s'il avait besoin d'entendre les mots à voix haute. C'est Ghost 06. Avant que quiconque ne puisse demander ce que cela signifiait, sa voix changea, passa du désespoir à quelque chose de presque révérencieux. Chaque syllabe portait un poids. Les marines comprirent instinctivement. Quiconque était dans ce cockpit n'était pas juste un autre pilote. C'était quelqu'un qui avait déjà gagné le respect bien avant aujourd'hui. Le nom traversa la vallée comme un courant. Des marines le chuchotèrent en se mettant à couvert. D'autres le répétèrent en traînant des victimes. Quelques-uns le crièrent par-dessus les coups de feu, ne sachant pas qui était Ghost 06. Seule la réaction de Braddock signifiait que l'espoir était arrivé avec cet avion. Là-haut dans le COT, le spécialiste des coms regardait son moniteur clignoter avec le numéro de queue. L'avion de Riley transmettait automatiquement. Il déglutit, puis parla assez fort pour que chaque officier entende. « Monsieur, le pilote qui sauve notre bataillon est le capitaine Cole. » Le silence se répandit dans la pièce. Épais, lourd, indéniable. Le major Donag abaissa son livre de règles, les mains tremblantes. Le sergent-major Holt fixait l'écran comme si ce n'était pas réel. Le colonel Tratt semble incapable de former un seul mot. C'étaient les mêmes hommes qu'il avait écartés, qu'il avait traités de pilotes de transport, qu'il y avait dit de rester silencieuses pendant que leur bataillon saignait dans cette vallée. Maintenant, l'officier calme qu'ils avaient rejeté était le seul à empêcher un massacre. Personne ne parla. Personne ne se moqua. Personne ne respira même bruyamment. Ils restèrent juste là, sans voix, pendant que Ghost 06 déchirait l'air de la vallée une fois de plus, prouvant que chaque supposition qu'ils avaient faite à son sujet était fausse. Riley revint bas à nouveau, les murs de la vallée défilant devant sa verrière comme des dents sombres et déchiquetées. Elle ne gaspilla pas une seconde, n'hésita pas, ne questionna pas. Chaque calcul qu'elle avait écrit sur sa planchette au cours de mois de nuits silencieuses se traduisait directement en action. Elle ajusta l'assiette, corrigea la dérive du vent et roula dans une autre attaque avec un calme qui semblait presque surnaturel comparé au chaos en dessous. Son canon s'ouvrit à nouveau, ce grondement inimitable déchirant la ligne de crête. Les combattants ennemis se dispersèrent en panique alors que les obus déchiraient leurs fosses de mortier. Des nuages de poussière explosèrent vers le haut, noyant leur feu. Elle balança à gauche, le nez plongeant légèrement alors qu'elle s'alignait sur une équipe RPG, se bousculant pour se repositionner. Une courte rafale chirurgicale et serrée mit fin à leur mouvement avant même qu'ils ne lèvent le lanceur. Chaque passage découpait une autre pièce de l'embuscade. Crête après crête, équipe après équipe. Chaque frappe ouvrait un peu plus la vallée, donnant aux marines assez d'espace pour respirer, pour bouger, pour survivre. En bas, le changement était palpable. Là où quelques minutes plus tôt les marines étaient clouées au sol et désespérées, maintenant les escouades s'appelaient les unes les autres, dirigeant les blessés vers un terrain plus sûr, se réorganisant sous la voix de Braddock. L'espoir était devenu quelque chose de réel, quelque chose qu'ils pouvaient sentir dans l'air chaque fois que le Warthog hurlait au-dessus de leur tête. « Commencez à bouger vers l'extraction !» cria Braddock, agitant son bras vers l'avant comme s'il tirait tout le bataillon avec rien que de la volonté. « C'est notre fenêtre. Bougez !» Les hélicoptères commencèrent à arriver un par un, plongeant dans les brèches que Riley avait sculptées. La poussière fouettait le fond de la vallée alors que les chefs d'équipage hurlaient d'abord pour les blessés, puis pour les éclopés, puis le reste. Les marines sprintèrent avec tout ce qui leur restait. Certains boitant,
certains traînant des amis, d'autres trébuchant à travers la fumée avec des fusils vides. Riley resta au-dessus pendant tout ce temps, tournant comme un gardien. Chaque fois qu'une force ennemie essayait d'organiser une contre-attaque, son nez tombait et son canon rugissait. L'ennemi ne pouvait plus se coordonner. Leur formation s'effondra en mouvements dispersés. L'embuscade qui semblait hermétique une heure plus tôt tombait en morceaux, pièce par pièce. Sur le dernier hélicoptère, Braddock se tenait dans la porte ouverte, la poussière couvrant son visage, l'équipement déchiré, les yeux cherchant le ciel. Il repéra elle, A-10 revenant en boucle, les ailes attrapant la lumière du soleil à travers la fumée dérivante. Il leva sa radio, la voix brute mais stable. « On ne laisse personne derrière aujourd'hui. » Ces mots se propagèrent à travers la vallée, portés sur chaque réseau, dans chaque casque, dans le cœur de chaque marine respirant encore. Pour la première fois depuis le début de l'embuscade, cela ressemblait à une victoire. Pas du genre bruyant, mais du genre qui reste avec les gens pour la vie. Quand le dernier hélicoptère décolla, Riley s'inclina, se dirigeant vers la base. Ses bras tremblaient de l'adrénaline qui retombait, sa gorge serrée par des heures de concentration. Elle savait ce qui l'attendait. Menottes, arrestation, accusation, paperasse assez épaisse pour enterrer sa carrière à jamais. Elle atterrit lentement, prudemment, laissant les roues embrasser la piste. Alors que les moteurs ralentissaient, elle expira profondément, se préparant au bruit des bottes courant vers elle. Mais personne ne se rua sur elle. Au lieu de cela, une ligne de marine attendait, silencieuse, épaule contre épaule le long du bord de la ligne de vol, casque sous le bras, visage solennel, yeux baissés dans un mélange de honte et de profond respect. C'étaient les mêmes hommes qui ne partageaient pas une table avec elle, les mêmes qui l'appelaient la pilote souvenir, les mêmes qui plaisantaient sur sa taille, son travail, son utilité. Maintenant, aucun d'eux ne pouvait croiser son regard. Elle descendit de l'échelle de l'avion, ses bottes touchant le sol doucement. Le silence était si complet qu'on aurait dit que l'air lui-même retenait son souffle. Puis Braddock s'avança, toujours poussiéreux, toujours contusionné, portant toujours le poids de la vallée entière sur ses épaules. Il s'arrêta devant elle, se mit au garde-à-vous et leva la main dans un salut militaire net et délibéré, assez lent pour que tout le monde le long de la ligne le ressente. Riley se figea, non par choc, mais à cause du poids derrière ce geste. Braddock ne saluait pas une briseuse de règles. Il ne saluait pas une pilote qui avait désobéi aux ordres. Il saluait la femme qui avait sauvé 540 vies quand tous les autres hésitaient. Et ce moment brisa tous les murs que le reste des marines avait encore. Un par un, ils levèrent les yeux. Un par un, ils se redressèrent. Et un par un, ils suivirent, levant leurs mains dans une vague silencieuse de reconnaissance qui lava toute la piste. La vallée lui devait sa vie. Le bataillon lui devait ses familles. Et chaque marine se tenant là le savait. Riley ne dit pas un mot. Elle n'en avait pas besoin. Le respect qu'on lui avait refusé pendant des mois se tenait maintenant devant elle. Rangée après rangée, écrit sur chaque visage. C'était le genre de moment qui reste avec les gens pour toujours. Riley souleva son casque à deux mains. Le poids de celui-ci soudainement plus lourd qu'il ne l'avait été une heure plus tôt. La sueur collait à la racine de ses cheveux. La poussière striait son visage et ses doigts tremblaient juste légèrement de l'adrénaline qu'il avait gardée en vie dans le ciel. Elle posa le casque au sol à côté de sa botte et resta là dans le vent chaud, respirant par inspiration lente et régulière. Elle était épuisée, secouée et submergée, mais composée avec la même stabilité tranquille qu'elle portait chaque jour. Le colonel Trad marcha vers elle avec une raideur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il n'aboya pas d'ordre. Il ne la brusqua pas. Il s'arrêta à quelques mètres, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur le béton plutôt que sur son visage. Quand il parla enfin, sa voix était basse. « Vous avez brisé le protocole, dit-il. Vous avez désobéi à un ordre direct. Vous avez lancé une sortie non autorisée. » Il fit une pause, déglutissant difficilement. « Et vous avez sauvé 540 Américains. » Le silence qui suivit n'était pas hostile. Il n'était pas froid. Il portait du poids, de l'humilité et quelque chose comme des excuses. Riley ne répondit pas. Elle hocha seulement la tête une fois, une reconnaissance tranquille qu'elle avait entendue, rien de plus. Elle n'était pas intéressée par les discours de victoire. Elle n'était pas intéressée par le fait d'avoir raison. Elle se souciait seulement que les hommes dans cette vallée soient en vie. Dans les jours qui suivirent, les enquêtes commencèrent comme prévu. Les papiers bougèrent, des réunions furent tenues, des questions posées. Mais à côté de tout cela, quelque chose d'autre commença à arriver. De petites enveloppes manuscrites, postées de tout le pays.
Une mère écrivit que son fils était rentré à la maison parce que quelqu'un avait choisi le courage plutôt que les règlements. Un mari la remercia d'avoir ramené sa femme à leurs enfants. Un jeune marine envoya une lettre tremblante, disant qu'il ne savait pas comment rembourser quelqu'un qui lui avait sauvé la vie. Chaque lettre finissait différemment, mais chacune d'elles portait la même vérité. Quelqu'un était en vie parce que Riley avait refusé de rester immobile. Elle gardait ses lettres dans une simple boîte en bois sous sa table de nuit, à côté des plaques de son père. Parfois, tard le soir, elle l'ouvrait et en lisait une ou deux. Elle ne le faisait pas par orgueil. Elle le faisait parce que cela lui rappelait pourquoi elle était montée dans cet avion, même quand chaque voix au-dessus d'elle disait non. Assise seule sous l'aile de son Warthog un soir, elle pensa à tout ce qui s'était passé. Les moqueries, les doutes, le silence, et le moment où elle est finalement sortie du COT. Elle réalisa quelque chose que son père lui enseignait bien avant qu'elle n'entre dans un cockpit. Le vrai courage est rarement bruyant. Ce n'est pas celui qui crie des ordres ou qui se tient sous les projecteurs. Parfois, cela ressemble à une petite pilote silencieuse marchant seule vers un avion auquel personne ne croit, portant le poids d'un choix qu'elle seule sait devoir faire. Le vrai devoir n'est pas envers le livre de règles, c'est envers les vies derrière lui. Et parfois, la personne la plus silencieuse de la base porte le cœur le plus fort. Parfois, les héros les plus forts sont ceux que personne ne remarque au début. Ceux qui marchent tranquillement gardent la tête basse et portent leur courage en silence jusqu'au moment où il est le plus nécessaire. Rileko n'a pas élevé la voix, n'a pas exigé d'attention et n'a pas attendu la permission. Elle a simplement choisi de faire ce qui était juste quand chaque seconde comptait. 540 vies se dressent comme la preuve que la résolution d'une seule personne peut transformer le moment le plus sombre en une bouée de sauvetage. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que le courage n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est un souffle stable, une décision tranquille et un seul pas vers la responsabilité quand les autres hésitent. Et ces choix, ces actes silencieux de bravoure sont ce qui garde l'espoir vivant sur chaque champ de bataille. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cohésion Interne pour plus d'histoires militaires et de vétérans inspirantes.